Bienvenue sur i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est l'heure du journal du sport, un programme chargé. Restez avec nous. Et ouvrons cette édition par une enquête faite par la rédaction des sports d'i24 News. L'organisation d'une grande compétition est très onéreuse. Les villes candidates doivent montrer patte blanche devant les instances internationales et les pays émergents s'intéressent eux aussi de plus en plus au sport. Vous savez, la France est officiellement candidate pour les JO en 2024. Combien cela coûte-t-il? Y a-t-il un retour sur investissement? Est-ce intéressant au niveau médiatique? Les réponses tout de suite avec Lise Barenboim. Accueillir une compétition sportive, un véritable défi pour les villes hôtes, mais aussi une aubaine puisque les retombées économiques peuvent être exceptionnelles. Billetterie, produits dérivés, logement et nourriture des visiteurs, l'économie locale est la première à bénéficier d'un tel événement. Mais les avantages sont aussi immatériels. En termes d'image et de notoriété, associer les valeurs de solidarité, de mérite et d'universalité liées au sport au nom d'une grande ville est un plus considérable. Un enjeu que le président russe Vladimir Poutine a bien sûr mesuré quand il a organisé les JO d'hiver de Sotchi en 2014. La flamme olympique va parcourir 65 000 kilomètres. Elle va traverser chaque région et faire découvrir la Russie au monde entier. Faire découvrir les richesses de la Russie et ce pourquoi nous l'aimons. Les JO de Sotchi ont été parfaitement organisés et malgré des polémiques autour des mesures anti-gays pendant la compétition, les Jeux de Poutine ont contribué à la bonne image de la Russie. Je pense que Sotchi et le pays dans son ensemble ont réussi à donner une image positive qui va attirer à la fois les hommes d'affaires et les touristes à Sotchi et en Russie en général. L'accueil d'un événement sportif est aussi un formidable accélérateur pour investir dans les transports et les structures d'accueil. Stades, gymnases, piscines, autant d'infrastructures qui ne resteront pas des éléphants blancs s'ils sont correctement réutilisés après la compétition. Au-delà de l'aspect technique, l'enjeu est aussi politique. Citoyens, entreprises locales, visiteurs, pour tous, c'est l'opportunité de bénéficier de retombées financières et médiatiques. Mais les coûts d'un tel événement sont parfois exorbitants. Pour une candidature au JO, ils peuvent atteindre 5 millions d'euros. Afin d'obtenir l'organisation des Jeux 2020, la ville de Tokyo a dû débourser plus de 83 millions d'euros, cofinancés par la ville elle-même et des partenaires privés à hauteur de 51%. Des efforts financiers que seuls quelques pays peuvent accomplir, au premier rang desquels le Qatar. Que vous vouliez développer votre pays, que vous vouliez vous positionner sur le plan international, que vous vouliez gommer les frontières entre les pays, pour toutes ces raisons, le Qatar utilise le sport comme un véhicule lui permettant d'atteindre ses objectifs. Pour candidater à moindre frais, il faut s'attaquer à des sports moins populaires. Seuls 50 000 € sont nécessaires pour organiser les championnats de France de handball. Pareil pour la Fédération internationale d'escalade qui ne demande pas plus de 30 000 €. Mais même si les événements les plus prestigieux sont très onéreux, ils permettent aussi d'investir sur le long terme. Les JO 2012 de Londres continuent d'être valorisés puisque la ville a depuis accueilli une arrivée du Tour de France en 2014 et accueillera les championnats du monde d'athlétisme en 2017. Une stratégie qui, dans le cas des Jeux Olympiques, doit être vendue au Comité international olympique. Maintenant, il y a un autre sujet qui est peut-être le plus important, c'est le lobbying. Comment vendre une candidature à des membres du CIO qui peut-être eux aussi ont des choses à vendre, à exprimer, des demandes à exprimer. Et tout ça dans le respect des règles du CIO. Et c'est tout l'enjeu de ces 2 prochaines années. Si les pays émergents s'intéressent au sport, ce sont les pays historiques qui restent attractifs. 6 villes américaines ont déjà postulé pour accueillir les JO 2024. La France se positionne aussi pour 2024, après l'organisation des Jeux mondiaux équestres en 2014, la Coupe d'Europe de football en 2016 et les Gay Games en 2018. Mais avant les JO 2024 que la France accueillera peut-être, le pays organise l'Euro en 2016. Pour cette compétition, les stades se sont fait lifter. Les Bleus sont donc qualifiés d'office et évidemment l'attente est grande. Le monde du football est donc prévenu. Les supporters veulent des résultats et pourquoi pas revivre l'épopée de 98. Regardez. Dans un an, la France accueillera l'Euro 2016. Entre le 10 juin et le 10 juillet, pour la première fois, 24 nations au lieu de 16 s'affronteront. 10 stades ont été sélectionnés pour accueillir le championnat d'Europe. Si le grand stade de Bordeaux a été fini en temps et en heure, d'autres, comme celui de Lens, ne sont pas encore terminés. Quant aux enceintes marseillaises et lyonnaises, elles ont subi un lifting complet.
Vous voyez qu'on est à l'heure, hein, un an d'avance. Tout a été fait dans les temps, dans l'enveloppe budgétaire. C'est à la place, comme l'a rappelé Michel Platini, le stade le moins cher de France. Donc ça aussi mérite d'être souligné. Le nombre de billets en vente frôle les 2,5 millions. Des millions de visiteurs fouleront le sol français pour cet Euro qui s'annonce comme le plus grand de l'histoire du football. Les billets sont en vente depuis le 10 juin avec des places à partir de 25 € pour la majorité des matchs et de 85 à 895 € pour la finale. Sur le plan sportif, un Euro qui soit aussi spectaculaire, aussi intéressant que la dernière Coupe du Monde, avec des matchs très ouverts, beaucoup de buts, du jeu offensif, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de tous les aspects de l'organisation, le vrai succès d'un Euro, il se mesure sur le terrain, sur les écrans de télévision. Je dirais c'est le jeu, ce sont les résultats qui vont faire une grande partie du succès de cet Euro. Pour cet Euro en France, les Bleus qualifiés d'office sont attendus au tournant. Après un très beau parcours au mondial brésilien où ils ont été éliminés en quart de finale par l'Allemagne, les hommes de Didier Deschamps seront sous pression. L'attente elle est grande, elle va être encore plus grande bien sûr dans un peu plus d'un an, mais comme on est le pays organisateur, c'est une formidable opportunité pour la France, pour tous les Français d'avoir cette grande compétition qu'est l'Euro en France. Le récent échec face à la Belgique en match amical n'a entamé en rien l'enthousiasme des supporters qui ont encore des souvenirs vivaces de la génération 98. On se rappelle tous de 98 où on était tous derrière l'équipe de France, où c'était quelque chose de... où on avait les frissons quoi. Avec 54 matchs à l'affiche pour 4 semaines de compétition, le spectacle européen promet d'être au rendez-vous. Le 23 juin, donc, Paris a donc officialisé sa candidature pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. La capitale française rejoint Boston, Hambourg et Rome et d'autres villes pourraient se déclarer, parmi lesquelles Budapest, mais aussi Bakou en Azerbaïdjan, où se sont déroulés les premiers Jeux européens. Cela ressemble en quelque sorte à un plan de communication grandeur nature pour une éventuelle candidature aux Jeux d'été dans un pays très riche en hydrocarbures. Regardez. Chaque soir, un festival de lumière dans le centre de Bakou. Pas un stade qui ne scintille de millefeuilles sportifs ou un gratte-ciel qui ne signale son soutien aux Jeux européens dont la première édition est organisée dans la capitale azerbaïdjanaise. Même les stations-service se sont mises aux couleurs de la compétition. En 2 ans, 18 sites ultramodernes ont été construits, dont une arène de 66 000 places pour les cérémonies. Le seul spectacle d'ouverture a coûté 95 millions de $, plus du double de la cérémonie des JO de Londres. Fort de ses revenus tirés des hydrocarbures, l'Azerbaïdjan, à l'instar du Qatar et de ses pétrodollars, mise sur le sport pour se faire une place sur la scène internationale. Les standards que l'on voit ici sont du niveau des standards olympiques, pour les équipements comme pour les opérations. Je trouve aussi que c'est un fantastique succès d'avoir ces Jeux retransmis dans 145 pays autour du monde. Ça veut dire qu'il y a un gros intérêt en Europe, bien sûr, mais aussi en dehors de l'Europe. Le pays n'a pas lésiné non plus sur les moyens pour faire venir des athlètes. Chacun des 50 comités olympiques nationaux a touché 50 000 € et 600 € par participant. Dans leur village placé sous haute protection, les 6 000 athlètes peuvent profiter d'appartements ultra spacieux et d'immenses salles d'entraînement suréquipées. C'est un format olympique, donc en termes de moyens, oui, ça semble important. C'est les premiers Jeux européens, ils se sont calqués, eux, en termes d'organisation sur les Jeux olympiques. Donc bien sûr, si on fait la comparaison Jeux méditerranéens, Jeux européens et Jeux olympiques, forcément on a l'impression que c'est formidable. Le budget global n'est pas officiellement divulgué, mais il se situerait entre 6 et 8 milliards d'euros. Un montant qui fait grincer quelques dents en Azerbaïdjan, même si rares sont ceux qui osent le dire ouvertement. Ici, le salaire moyen tourne autour de 300 à 400 € par mois. On aurait pu dépenser tout cet argent dans d'autres choses comme l'éducation, la santé ou le développement en province. Si vous allez en dehors de Bakou, oui, essayez de sortir de Bakou pour voir comment on y vit. Et alors là, vous verrez. Tout cet argent n'aura pas suffi à attirer l'athlétisme et la natation de haut niveau, les 2 disciplines phares qui brillent par leur absence à Bakou. Mais les autorités font mine de ne rien voir. Après un double échec pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2016 et 2020,
Bakou croit fermement en ses chances pour 2024. Décision à l'été 2017. Et place au cyclisme, c'est le coup d'envoi du Tour de France. L'un des grands favoris, le Colombien Nairo Quintana, s'est entraîné sur une route particulière, celle qu'il empruntait tous les jours pour se rendre à l'école. Une route montagneuse de 17 km, juste histoire de se mettre en jambes et surtout de se rappeler des souvenirs d'enfance. Regardez cette belle histoire. Nairo Quintana est un grimpeur né. C'est sur ces routes montagneuses que le coureur de l'équipe espagnole Movistar a commencé adolescent. Et c'est sur ces mêmes dénivelés, dans ses zones natales, qu'il s'entraîne pour le prochain Tour de France, dont il est l'un des favoris. Je ne me prépare pas là-bas parce que cela signifierait être loin de chez moi toute l'année. Ici, je suis avec la famille, en altitude, je fais une très bonne préparation. C'est ce qui me donne un avantage. La passion du cyclisme l'a piqué quand il allait au collège à vélo. Moins cher que le bus pour une famille nombreuse. Ce sont ces 17 km quotidiens qui l'ont transformé en un scarabée, comme l'on surnomme les cyclistes colombiens habitués des dénivelés vertigineux. Pour le papa, c'était difficile d'envoyer ses 3 fils au collège en transport en commun. Alors il leur demandait d'y aller à tour de rôle à vélo et ça l'aidait financièrement. Trajectoire en forme de ligne droite pour le jeune prodige. Vainqueur du Giro d'Italie l'an dernier et deuxième du Tour de France en 2013. Son père s'est laissé vite convaincre que Nairo avait un destin tout tracé. Jusqu'à ce moment-là, rien ne le prédestinait à être cycliste. Mais quelqu'un m'a dit qu'il avait une allure de cycliste, qu'il serait un très bon cycliste. Son premier entraîneur, lui, rêve de voir Quintana monter sur la première marche du podium le 26 juillet à Paris. Je pense qu'il a la possibilité de gagner le Tour de France. Il en a toutes les capacités, une bonne équipe, de bons coéquipiers. Cette année va être son grand tour. Nairo Quintana pourrait devenir le premier Colombien vainqueur du Tour de France. Mais lui garde les pieds et les roues bien sur terre, avalant du kilomètre, pour arriver le 4 juillet, fin prêt, sur la ligne de départ. Alors que le Tour de France commence ce week-end, ces extravagants véhicules publicitaires coqueluches du public prennent forme. Dans un atelier de la région parisienne, des millions d'amateurs de la grande boucle qui se précipiteront sur les routes pour encourager les coureurs. Et cette année, ils ne seront pas déçus. Des dizaines de voitures et de camions qui précèdent les coureurs avec leurs décorations souvent géantes et farfelues seront évidemment de la partie. Oui, c'est une grande fête, le Tour de France. Au programme, sonorisation tonitruante et objets promotionnels gratuits. Regardez. La bouteille qui voulait se faire plus grosse que le coq. Ici, c'est à qui se verra le plus pour marquer les esprits. Nous sommes dans l'un des 4 ateliers où se fabriquent les véhicules de la 102e caravane du Tour de France. Lulu, peintre décorateur, cherche à donner du volume à la crête du coq. Il doit se voir de loin. C'est un peu de la cuisine, ce qu'on fait. Donc il n'y a pas vraiment une technique. Voilà, ça dépend du support, ça dépend du volume, ça dépend pour quoi c'est. On s'adapte pour donner vie aux idées les plus farfelues, tout en légèreté. Polystyrène, fibres de verre, voire de carbone sont utilisés pour ne pas alourdir les véhicules. Exemple ici avec ce futur pack de bouteilles roulant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démonté entièrement la Smart. On a supprimé entièrement les portières, supprimé tout ce qui servait à rien et ça nous a permis de raccrocher cette cage qui sert de décor. Car en plus des décors, il ne faut pas oublier les cadeaux lancés au public. Pour cette marque de sirop, ce sera plus d'1 tonne de touillettes distribuées sur les 3344 km de parcours cette année. Du spectaculaire, de la fête, des cadeaux, tout est pensé pour conquérir de nouveaux clients. Nous, notre mission, c'est de proposer des véhicules spectaculaires pour le public, pour nos clients, et que ces véhicules soient compris par le public et que surtout la marque soit reconnue à travers ces véhicules. Donc il faut qu'ils soient le plus extraordinaire possible. Et la concurrence est là, environ 150 véhicules se disputent la vedette face à 12 millions de clients potentiels. Si on montre comment fonctionne le produit, si on l'explique aussi, ça va avoir une incidence en magasin en termes de business. En général, les contrats sont signés sur plusieurs années avec les marques. C'est donc une affaire qui roule depuis 85 ans.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez nous voir, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Vous n'avez qu'à cliquer sur Sport pour revoir nos programmes. Et puis, vos questions, vos commentaires nous intéressent. Pour ça, utilisez notre compte Twitter. Vous le savez, j'adore vous lire. Prenez soin de vous, faites du sport, passez un excellent week-end et surtout, ne changez pas de chaîne. Au revoir.